Je vais donner la parole à Gilles, je crois, Yann de Ménard, donc porte-parole du MVEP, qui va intervenir sur les aspects historiques et politiques de la création du Conseil national de la résistance. Qu'est-ce qu'était le CNR, avec qui, comment? Alors évidemment, vous êtes nombreux à savoir, peut-être pas tous, et peut-être pas... quelquefois, on a une mémoire sélective, et puis on est nombreux à croire comme ça, de loin, que le Conseil national de la résistance, finalement, était composé d'organisations de gauche. C'est pas vraiment la réalité, il n'y avait pas que des organisations de gauche. Et donc, je laisse la parole à Gilles, 10 minutes. Pourquoi l'incision 10 minutes? Bon. Donc, je vais faire un petit rappel. De toute façon, si je dis une bêtise, il y a des gens qui sont bien placés pour me redresser. Donc, le CNR, donc, pour synthétiser en quelques mots, c'est l'opération de mise en cohésion de tous les mouvements de résistance antérieurs afin d'assurer son efficacité pour la libération, la restauration de la souveraineté nationale, la Union entière, en essayant d'éviter autant enfin, on détaillera plus, et l'établissement d'un processus de démocratie économique et sociale, le tout dans le même souffle, les deux étant liés. Donc, pour ce qui est de son processus concret, donc des petits rappels, à la fin du printemps 40, la défaite foudroyante qui a succédé à la Grande Guerre débouche sur la débâcle de mai-juin 40. Le Parlement vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Mini parenthèse dans les vraies 10 minutes. Il faut savoir qu'il n'en avait pas le pouvoir. Le Parlement ne dispose pas de la souveraineté, il la représente. Donc seul le peuple français aurait été habilité à changer le genre et la forme du régime politique français. Or ici la République est supprimée, un pouvoir voté au bénéfice du maréchal Pétain. Donc c'est une forfaiture qui a lieu. Et qui nous rappelle, comparaison et comparaison, qui nous rappelle des événements plus récents. 91, on dispose de la souveraineté française sans son accord. Avant le référendum, je crois, on change la constitution sur les questions de souveraineté sans en passer par le peuple français. Et puis 2005, etc. Donc, face à cette situation, au choc de la défaite, à la violence de l'occupation, le peuple français est plutôt sidéré dans un premier temps, plutôt abattu. Mais enfin, pas tout le monde. Et une petite poignée réagit déjà. Donc des Français qui se trouvent à l'extérieur du pays, ou qui en partiront, peu nombreux, rejoignent le général de Gaulle, qui a lancé son appel le lendemain, le 18 juin 1940. Mais d'autres sur le sol de la métropole refusent la capitulation. Et certains appellent à l'action. Appel à l'action. Il faut le prendre à la main, c'est désagréable, mais c'est comme le tien qui est là. Mais c'est parce que moi je tiens. Là, c'est mieux là. Donc, certains appellent directement à l'action dès le 18, dès même le 17. Dès le 17 juin, il y en a qui passent des actions. Évidemment, c'est une poignée. Hein. D'ailleurs, on les connaît pour une bonne partie. Donc, comme Germaine Tignon, je pense que c'est dès le 17, donc elle organisera le premier réseau, le réseau du musée de l'Aube, Chardillon, le communiste à Bordeaux qui créera les francs-tireurs, les partisans français, Edmond Michelet, à Brive, Daniel Cordier, le futur secrétaire de Jean Moulin. Donc n'attendent pas longtemps avant de rentrer déjà en résistance. Il y aura d'un côté la France libre, dirigée non sans mal par le général de Gaulle à l'extérieur de la métropole, les Alliés, et la résistance en la France de Vichy. Les deux auront un volant civil et militaire. Les courants, les réseaux des résistances civiles et militaires étaient donc très divers, très contrastés, souvent en opposition très vive.
Et il s'agissait, donc devant cet état de fait, le général de Gaulle, devant cet éclatement, il a eu besoin pour sa légitimité et pour l'efficacité des opérations de les unifier dans une seule structure qui puisse les chapeauter, les organiser sous son autorité. Il missionne pour ce faire donc l'ancien préfet Jean Moulin, qu'il a rejoint à Londres en octobre 1941, après avoir été en relation avec une bonne partie des résistants. C'est pour ça qu'il est choisi. Donc le CNR découle de cette volonté de mise en cohésion et d'un besoin de légitimité. Le 2 janvier 1942, il est donc parachuté en Provence pour réaliser cette tâche pas facile, délicate, mais cruciale. Elle sera réalisée grâce à une énergie étonnante, une efficacité étonnante en 18 mois. Et malgré les antagonismes donc très vifs qui opposent entre eux les mouvements de la résistance, comme par exemple les communistes des francs-tireurs, les socialistes de libération, les maurassiens de combat, etc. Tous ces gens-là ne sont pas d'accord. Il parvient donc à ce que tous reconnaissent en De Gaulle le chef militaire de la France combattante et à s'unifier entre eux. En novembre 1942, donc c'est le débarquement en Afrique du Nord et les choses se compliquent beaucoup pour De Gaulle. Il est fragilisé par Darlan, par le général Giraud, les Américains tentent de l'écarter. Donc en décembre 1942, Moulin passe la quatrième, il intègre à la résistance les partis politiques non compromis dans les collaborations, pas tant que ça, afin d'augmenter la représentativité et le poids du CNR, et parfois la légitimité de lui-même, de Gaulle, face aux manœuvres américaines et à Giraud. Une partie... non, je passe parce que on dit. Vas-y. Ouais. On te donne 5 minutes. Non, bon, je quand même, je pense que c'est une bonne partie de tout ça, donc je pense que je peux passer. Donc, en tout cas, Jean Moulin réussit la réunion du premier CNR le 27 mai 1943, 48 sous le four. Il réunit donc les 18 hommes représentant tous les mouvements de la résistance. En tout cas, il y en a 8. Des syndicats et des partis politiques. On peut peut-être, je peux peut-être les citer. Donc il y a l'Alliance démocratique, les démocrates chrétiens, la Fédération républicaine, le PCF, les radicaux, la SFIO, pour les 6 partis politiques. Pour les principaux mouvements de résistance, donc 8 sont représentés dans cette première réunion du CNR, ceux de la libération, ceux de la résistance, combat, francs-tireurs, le Front National, tout point opposé à l'actuel, qui est le réseau PCF, Libération Nord, Libération Sud et l'organisation civile militaire. Et donc il y a 2 syndicats, CGT et CFTC. Donc après 9 mois de... Bon, il se passe plein de choses. En juin, Jean Moulin est dénoncé et arrêté, mais le CNR et son processus lui survit. Et après 9 mois de discussion, donc, le programme du CNR est adopté le 15 mars 1944. Donc pour ce qui est du sens du CNR, donc encore une fois, c'est pour établir d'abord l'unité et la cohésion des mouvements de résistance pour la libération. Également établir la légitimité donc, de Gaulle et du gouvernement provisoire face aux dangers qui le menacent. Et quel est ce danger? C'est le fait que la France soit considérée comme un pays occupé, tout simplement. C'est pour éviter l'AMGOT, le gouvernement militaire des territoires occupés contrôlés par les Américains, comme ce que connaîtra l'Italie, l'Allemagne, bien sûr, la Norvège et d'autres pays. Et c'est tout à fait ce qui serait arrivé si on n'avait pas réussi à établir la légitimité d'un gouvernement provisoire. Donc le CNR sert à asseoir cette légitimité-là. Et pour ça, bien sûr, il faut qu'il soit mis en cohésion. Et puis également, il y a
y a restaurer la souveraineté politique et militaire, mais afin de restaurer la démocratie et de l'étendre au domaine économique et social. Donc, à cette époque, on pense dans un même souffle souveraineté et démocratie. Et on étend la démocratie au domaine économique et social. Je le souligne juste pour voir qu'on a régressé à ce niveau-là. Et puis, écoutez, j'ai encore pas mal de choses à dire. Je ne sais pas si oui. Restaurer donc étendre plutôt la souveraineté et la démocratie à l'économie et aux problèmes sociaux, c'est prendre acte que tous les milieux dirigeants de l'économie et de la politique s'étaient compromis dans la collaboration, mais avant la collaboration, dans la non-préparation par rapport aux dangers qui menaçaient, parce que la priorité était d'éviter le retour du Front populaire, des communistes, et une révolution sociale. Donc il s'agissait donc de prévenir une chose pareille en étendant, en supprimant les féodalités économiques et en étendant la démocratie à l'ensemble de la société.